Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e cours du niveau de spécialité de SVT pour les premières. Je rappelle que les différentes photos que vous allez voir dans ce chapitre-là sont tirées de votre livre qu'on a au lycée, donc c'est l'édition Bordas de l'année 2019. Et on est toujours dans le thème numéro 2 et on va attaquer le 2e chapitre. Donc on est dans les écosystèmes et les services environnementaux. On fait un nouveau chapitre où on va s'intéresser aux services rendus par les écosystèmes des forêts et en même temps voir les gestions, et on va commencer ce premier cours par l'exploitation de la forêt par l'homme. Alors, on commence, c'est parti. Alors, tout d'abord, nous, ce qu'on va chercher à étudier durant ce chapitre, c'est quels sont les services qui sont rendus par les écosystèmes, et en même temps essayer de voir comment est-ce qu'on les exploite, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les exploiter sur un temps plus long, pour éviter qu'on ait un écosystème qui se casse la figure, et que pour refaire démarrer un écosystème forestier qu'on va exploiter, que ça mette trop de temps. Alors, pour commencer, on va commencer une première activité pour mettre en évidence le fait qu'on peut avoir quelques petits dangers sur l'exploitation des forêts par l'homme. Et dans un deuxième temps, le petit B, on verra aussi quels sont les dangers pour nous-mêmes d'exploiter des forêts dans certaines parties du monde. Alors, tout d'abord, vous avez un premier document où je vous montre donc une futaie ici de pin de ce côté-là, et sur le même type d'exploitation, on a une photo, on a une vue aérienne de ce type d'exploitation. Avec des pins ici qui sont plutôt âgés, puis là on a des jeunes pins où on a fait une plantation il y a peu de temps. Ensuite ici vous avez une infographie avec beaucoup de petits documents qui en fait traitent des forêts d'un département qui est en Bretagne dans la partie sud, qui est donc le Morbihan. Alors la ville la plus connue c'est Vannes, hein, c'est ici, et là vous avez donc le golfe qui s'appelle le golfe du Morbihan. Et à côté de ça, vous avez de nombreux diagrammes qui sont présents, avec ici les différentes espèces, on va parler d'essences d'arbres, qui sont présentes dans ces différentes forêts. Ici, vous avez le type de forêt exploitée, les futaies, les taillis ou les mélanges entre les deux. Le devenir du bois exploité dans ces forêts, et aussi les présences des grands gibiers qui vont être dans différentes forêts dans les différents départements en Bretagne. Vous avez le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor et le Finistère. Alors, vous avez encore un autre document qui vous explique quel est le cycle d'exploitation de ces forêts. Alors imaginez bien que ça se fait pas en un an hein, pour avoir des arbres aussi hauts, ça se compte en dizaines d'années hein, pour avoir ce genre de résultat, au moins 5 ans pour avoir quelque chose de plus potable, et encore moi je pense que c'est au moins 10 ans hein. Et ensuite pour finir vous avez un dernier document qui vous montre une forêt après avoir subi une coupe rase, c'est-à-dire qu'on sur tout un secteur entier, on coupe jusqu'au niveau des racines les arbres qui étaient présents dans un secteur. Alors, ma question est donc la suivante, c'est avec tous ces documents, ça va vous prendre du temps, avec tous ces documents, essayez déjà dans un premier temps de me décrire comment ça fonctionne, comment fonctionne l'exploitation d'une forêt. Ensuite, j'ai envie de vous demander de me décrire la particularité des forêts qui sont dans le Morbihan. Et enfin, dans un dernier temps, essayez de me dire, à l'échelle de l'environnement, quels peuvent être les petits soucis que peuvent représenter cette exploitation de ces forêts, avec notamment les coupes rases. Hop là. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Bien, alors on va commencer avec la première question, avec notamment certains documents, essayer d'expliquer comment se passe l'exploitation d'une forêt. Alors tout d'abord, on va avoir avec ces deux photos, ce qu'il faut comprendre, c'est la particularité d'une futaie. La particularité est la suivante, c'est qu'on se retrouve avec des arbres qui ont tous à peu près la même forme, la même taille, qui ont tous à peu près le même âge, qui ont tous même le même âge, hein, on les a plantés en même temps, et aussi qu'ils sont tous espacés. En gros, c'est comme si on avait un champ de blé ou un champ de maïs, sauf qu'au lieu d'avoir du blé ou du maïs, ce sont des arbres.
Et donc ici, il s'agit d'une pinède avec des pins. À côté, donc vous voyez que vous avez donc tout ce secteur-là avec des arbres qui ont exactement le même âge. Et là, on a un autre secteur où on va avoir des plants de pins qui sont beaucoup plus petits, qui sont à côté. Donc tous ici, ils ont aussi le même âge. Donc en fait, on a une histoire de secteurs qu'on va exploiter, qu'on va couper à des moments différents en fonction de leur pousse. Et ici, vous avez donc le socle qui est présenté, le cycle qui est présenté. Alors ce qu'il faut voir, c'est que, imaginons on est sur un terrain où il n'y a rien du tout. Dans un premier temps, il va falloir préparer le sol, donc vous avez cette petite icône qui est présentée. Il faut travailler le sol pour qu'ensuite on puisse faire les plantations, parce que les arbres ne vont pas pouvoir s'implanter si le sol n'est pas suffisamment préparé. Pour que des arbres puissent pousser à un endroit, comme vous avez vu avec la succession végétale, il y a aussi la formation du sol qui se fait avant de pouvoir accueillir des arbres, et donc il faut que le sol soit prêt pour ça. Ensuite, quand le sol est prêt, on fait les plantations. Donc ces plantations, ce ne sont pas des graines, ce sont des plants qui ont déjà quelques temps, qui ont peut-être quelques années, qui font une certaine taille pour pouvoir bien s'implanter, bien s'enraciner. Ensuite, il faut entretenir tout ça. Et donc tout ça, c'est ce qu'on va parler d'investissement. C'est-à-dire que là, on va dépenser de l'argent, mais on n'a pas de retour. Et après, au bout d'un certain temps, quand les plants sont assez grands, on va pouvoir exploiter, récupérer le bois de certains arbres. Alors, il y a deux choses. Soit on fait des éclaircies, c'est-à-dire dans certaines zones dans la forêt, on fait des trouées. On récupère quelques arbres. Ou alors, il y a l'autre action, c'est le fait de tout couper. On parle alors de coupe rase, qui va permettre donc de récupérer tout le bois qui est présent dans un secteur bien précis. Ensuite, dans le cas du Morbihan, on va essayer d'expliquer quel est l'intérêt de ces forêts. Donc comment elles sont constituées, quelles sont leurs caractéristiques dans le cas du Morbihan. Alors, on commence déjà par la carte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a différents types de forêts. En fait, c'est les propriétaires qui ne sont pas du même niveau. Alors, ça peut être des propriétaires privés ou publics. Et quand il s'agit de forêts publiques, ça peut être à l'échelle communale, départementale ou autre. Ensuite, au sein de ces forêts, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est quel est le type d'arbre, comment est-ce que ces arbres poussent. Nous, on est plutôt en mode écologie, donc on regarde comment fonctionnent les différents écosystèmes. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va avoir chez les résineux et chez les chênes, on va avoir quand même deux essences d'arbres qui vont prédominer, notamment le pin maritime. Souvent, quand vous êtes en bord de mer, vous avez beaucoup de pins maritimes qui sont présents, qui sont très bien adaptés à ce type de climat, et aussi les chênes. Donc, chez les résineux, on a les pins maritimes qui sont les plus représentés, et chez les feuillus, on va avoir beaucoup de chênes. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle façon est-ce qu'ils poussent. Et ce que l'on remarque, c'est que la futaie, donc ces espèces d'alignements d'arbres de façon régulière, ça représente plus de la moitié de façon de pousser pour ces fameuses forêts. Vous avez également les taillis. Les taillis, c'est différent, c'est-à-dire qu'on va couper un arbre et depuis la souche de cet arbre-là, vous allez avoir des nouveaux pousses qui vont partir, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un gros tronc bien large, on va avoir plein de petits troncs qui vont partir d'une même souche. Donc ça veut dire que en termes de, au lieu d'avoir des gros troncs comme ici, on va avoir des choses qui vont être plus fines, ce qui fait qu'en termes de diamètre de bois, on n'aura pas la même chose. Ensuite, en termes de devenir du bois, donc une fois qu'on a coupé, surtout le bois va être utilisé pour les grosses œuvres. En gros, ça va être pour la charpente. Si on fait simple. Pour l'industrie, ça doit être plutôt pour fabriquer des meubles, des instruments, voilà, pour ce genre de choses. Et il y a une partie assez faible qui est utilisée pour chauffer. Ensuite, dernier élément qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a malgré tout, même si pour le céréalaf, il n'y a pas énormément de représentants, malgré tout, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a du gros gibier qui se promène dans ces forêts-là. Si on a du gros gibier, ça veut dire qu'on a également forcément d'autres animaux plus petits qui sont présents, donc on a vraiment des écosystèmes complexes qui sont mis en place dans ces forêts. Donc il faut bien garder ça en tête, parce que ça va nous permettre une réponse. Et ensuite, enfin, on va voir donc les répercussions qui peuvent être néfastes à l'environnement à l'échelle locale. Donc je termine
mes réponses. Alors on a l'ensemble des documents et on va commencer par la photo qui est là. Parce qu'on va faire un truc simple, c'est quand on regarde l'état, donc là il s'agissait d'un taillis, hein. Vous avez vu, vous avez une souche avec plein de petits troncs qui partent depuis la souche. Quand on a fait une coupe rase sur tout un secteur, c'est tout un secteur qui est inhabitable pour les différentes espèces qu'on avait vues auparavant. Il faut imaginer qu'un cerf, un sanglier, un chevreuil, ces animaux-là peuvent se déplacer, mais ce n'est pas le cas des autres qui sont plus petits. Donc ça veut dire qu'on va, en détruisant les abris de certains animaux, on va condamner ces animaux-là qui ne pourront pas facilement qui vont pas pouvoir bouger et donc qui vont mourir. Donc en fait, on joue sur la biodiversité en détruisant à ras comme ça un écosystème entier. Donc déjà, premièrement, c'est effet sur l'écosystème direct. On va donc supprimer certaines espèces dans certains secteurs. Ensuite, deuxièmement, le sol forestier, après le passage de toutes les machines, le sol est tassé. Donc ça veut dire qu'on va jouer sur la qualité du sol, on va le tasser, ce qui fait que tous les êtres vivants qui étaient déjà présents dans le sol vont en fait avoir leur environnement complètement changé. Et pareil, on va jouer sur la biodiversité du sol, et donc on va avoir un mauvais fonctionnement du sol. Ça, c'est le deuxième élément. Donc maintenant, là, on n'a plus un sol de bonne qualité. C'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'on va devoir intervenir et faire de l'entretien du sol pour pouvoir replanter après des petits arbustes pour pouvoir les couper plus tard. Donc ça veut dire qu'à cause de cette activité frénétique sur ce terrain, en tassant les sols, eh bien ça nous oblige à investir pour entretenir les sols. Voilà. Donc c'est une action en ramenant les bulldozers et compagnie, là, en faisant tout ça, eh bien ça oblige à redonner de l'argent pour entretenir le sol correctement. Ensuite, deuxième élément, quand on est sur une pente qui est aussi importante que cela, imaginons qu'on ait de la pluie qui tombe dessus. Si on a de l'eau qui coule sur une pente qui est complètement dénudée, le sol va s'éroder. Donc les fameuses couches du sol, je vous en avais parlé dans un cours précédent, notamment l'humus qui met des années, voire des dizaines d'années à se former, ça veut dire que si on coupe tout et après qu'il pleut un peu, eh bien en quelques intempéries, on va avoir des couches du sol qui mettent des années à se mettre en place, qui vont être décapées et qui vont disparaître. Or, ces couches du sol sont hyper importantes pour favoriser l'implantation et donc l'alimentation, le prélèvement des minéraux, des arbres qui s'y développeront. Donc là, pareil, en faisant de la coupe rase, on favorise l'érosion des sols et c'est vraiment très très mauvais. Ce qui veut dire que, en termes de qualité du sol, là, on est en train de tout dégrader en faisant ce genre de coupe. Ensuite, dernier élément. Après avoir fait des coupes, étant donné que les végétaux vont avoir un pouvoir, ils vont beaucoup prendre de l'eau, si on n'a plus ces végétaux qui étaient aussi forts avec une activité photosynthétique aussi importante, le problème c'est qu'on n'a plus autant de prélèvement de l'eau dans les sols et en fait vous avez de l'eau qui va remonter et forcément ça va changer complètement la qualité du sol. Donc une nouvelle fois il va falloir drainer tout ça, il va falloir entretenir les sols pour qu'ensuite plus tard on puisse remettre des arbres à leur place. Ensuite, donc là, on a vraiment donc le bilan qui résume tout ça. Et en gros, l'idée à retenir, c'est que si on exploite les forêts, il y a un certain intérêt. Et puis, on va avoir déjà, premièrement, dans l'idée, c'est qu'on va avoir certains types de forêts exploitées, des futaies, des taillis, etc., etc. Et à côté de ça, on va avoir des coupes rases, qui est une pratique particulière, qui vont en fait perturber et surtout jouer sur l'état du sol, sans oublier aussi que ça va jouer sur la biodiversité. Déjà qu'on part sur des plantations, on va prendre qu'une seule espèce, alors que dans une forêt naturelle, il y a plein d'autres espèces. Enfin, on a des prédominances d'essence d'arbres, mais on a quand même d'autres espèces qui sont développées, donc on a une meilleure biodiversité. Mais là, en plus, en faisant des coupes rases, on détruit tout d'un coup, et ce qui fait qu'on va avoir des écosystèmes entiers qui disparaissent d'un coup. Ensuite,
Maintenant, il y a un autre élément dont je voulais vous faire la réflexion, et notamment avec ce qui se passe en ce moment, ça peut être intéressant quand même de s'intéresser à ça. Ce sont les dangers sanitaires pour l'homme avec des exploitations qui sont trop invasives. Alors quand je parle de ça, c'est en gros vraiment sur des écosystèmes qui sont vraiment sauvages, des endroits où l'homme ne s'est pas vraiment installé, et quand il va pénétrer un peu trop loin dans les forêts, on peut avoir certains soucis qui vont arriver. Alors, moi, ce que je vous demande de faire, c'est à partir des documents, essayer d'argumenter le fait que exploiter des forêts, dans certains cas, ou en augmentant les surfaces agricoles, ça peut provoquer l'apparition d'épidémies, voire de pandémies, de maladies infectieuses. Alors, premier document, l'évolution de la surface forestière de la République démocratique du Congo. Donc vous avez un document qui vous montre donc les pertes par hectare pour certains pays. Ici, vous avez une photo qui illustre une déforestation, et puis là, vous avez différents secteurs. Alors, ça ne se voit pas super bien, mais en gros, vous avez une infographie, une cartographie qui vous montre à 2 dates différentes l'étendue des zones qui sont en cours de déforestation. Deuxième document, vous avez donc une carte de l'Afrique avec différents points qui vous indiquent le nombre de cas pour certaines épidémies d'une maladie qui s'appelle l'Ebola. Et là, à côté, vous avez une photographie prise à l'aide d'un microscope d'un virus d'Ebola. Donc c'est une forme très particulière, hein. C'est facile à reconnaître, si vous le recroisez, vous le voyez assez bien. Et ensuite, il y a un dernier document dont je voulais vous faire part, c'est celui-ci, donc qui représente en fait les niches écologiques naturelles et du virus Ebola, c'est-à-dire dans quels endroits est-ce qu'on trouve normalement le virus Ebola dans la nature, puis les différents hôtes intermédiaires qui peuvent récupérer ce virus-là. Donc c'est parti au travail, essayez de m'expliquer en quoi est-ce que la déforestation peut provoquer finalement plus d'épidémies de certaines maladies. Bon, ici c'est une maladie tropicale exotique, en sachant que l'Ebola c'est une maladie qui est hyper grave, dans le sens où quand on est contaminé, on a une chance sur 2 de mourir. Allez, à vous de travailler, bon courage. Bien, allez, on passe directement au boulot. Premier élément, c'est simplement cette photo-là. C'est juste pour indiquer qu'on a une déforestation, et notamment cette déforestation, elle peut se faire pour récupérer des essences de bois assez rares, hein, de l'ébène ou ce genre de choses. Bon, voilà. Alors, premièrement, ce document, il est intéressant pour dire que en République démocratique du Congo, la déforestation en 2018 a été vraiment terrible. Alors tout le monde ne fait que de parler du Brésil parce que c'est énorme ce qui se passe au Brésil avec l'Amazonie. Le Brésil, la déforestation, elle est surtout due pour augmenter les surfaces agricoles, pour planter des choses, etc., mais aussi pour élever du bétail. La République démocratique du Congo, c'est à la fois pour les petits villages, pour qu'ils puissent planter, qu'il y ait une certaine surface agricole, mais aussi ces fameuses histoires de bois d'essence rare. Et l'Indonésie, vous connaissez tous, si je vous parle de Nutella et de l'huile de palme, je pense que vous faites le lien. Donc avec l'Indonésie, où il y a une énorme déforestation pour mettre en place ensuite des plantations de palme, pour extraire de l'huile de palme, et c'est ainsi qu'on va avoir plein d'huile de palme dans nos industries agroalimentaires. Si vous regardez tous les produits transformés, vous pouvez être quasiment sûr quand il y a un petit peu de matière grasse à mettre, c'est très très souvent qu'on a de l'huile de palme. Donc c'est un peu compliqué de ne pas contribuer à la déforestation en Indonésie si on veut manger plein de produits transformés. Alors, ensuite, deuxième élément, cette cartographie, on est en République démocratique du Congo dans une certaine zone. Si vous regardez en 2003, ici, vous voyez que les zones orange-rouge sont plutôt rares. On a surtout des zones vertes avec des forêts qui sont bien installées. Et quand on regarde en 2016, il y a beaucoup plus de zones rouges et oranges qui sont étendues. Ça veut dire qu'on a fait de la déforestation. Ensuite, en 2003, pareil, si on regarde dans l'autre secteur ici, vous voyez une nette différence. Donc ça veut dire qu'il y a une très forte déforestation. Donc on part du principe que l'homme dans ces zones-là va faire de la déforestation. Or, il s'avère que en République démocratique du Congo, et puis même dans d'autres forêts tropicales, dans d'autres pays qui sont en Afrique,
On sait que on va avoir le virus Ebola qui va être porté par des chauves-souris. Ce sont les chauves-souris qui transportent à l'origine ce virus-là. Et ce qui se passe, c'est que ces animaux-là peuvent aussi, par contact avec d'autres animaux, ça peut, donc on peut avoir une transmission avec d'autres animaux. Et le problème, c'est que ces animaux-là, enfin que ce soit la chauve-souris ou des herbivores ou des primates, le problème, c'est que quand ils sont au contact avec l'homme, eh bien, il est possible qu'on ait une transmission qui se fait entre un animal et un homme. Et là où ça pose aussi vraiment un gros problème, c'est quand il y a une transmission interhumaine qui fait qu'à partir du moment où cette transmission est possible, on va considérer qu'on peut basculer dans le cas de l'épidémie. Donc, si je reprends, il y a des animaux sauvages qui portent l'Ebola. Ces animaux peuvent les transmettre à d'autres animaux. Donc on parle de cycle épizootique, transmission. Et après, transmission entre un animal et les êtres humains. Si on regarde ici, on sait, là ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'on a donc le virus Ebola. Alors je vais pas vous décrire quels sont les symptômes, c'est assez horrible. Eh bien, ce virus Ebola est porté par ces animaux-là. D'accord ? On peut avoir un passage ici, et le problème, c'est que dans ces zones-là, visiblement, on a une transmission qui s'est faite entre les animaux et l'homme. Donc le fait que dans ces zones-là, on fasse beaucoup de déforestation, les êtres humains vont être plus en contact avec des animaux qui sont susceptibles de porter des maladies comme l'Ebola, et comme ils sont plus en contact, on a plus de possibilités, c'est de la statistique, plus on est proche d'un risque, plus le risque va arriver, et on va avoir une transmission qui va se faire à l'homme. Et donc c'est cela qui explique notamment les nombreuses résurgences de cette maladie-là. Jusqu'à 1976, on ne connaissait pas du tout cette maladie parce que l'homme n'envahissait que très peu ces milieux-là avec la déforestation. Et le problème, c'est que en étant plus en contact avec des pratiques qui sont dangereuses, c'est-à-dire la consommation de certains animaux de chair, etc., si ce sont des animaux contaminés, si la viande n'est clairement pas assez cuite, on peut récupérer le virion et donc être touché par l'Ebola. Il y a aussi un deuxième facteur, c'est le fait qu'on ait des animaux domestiques qui soient présents dans certains endroits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chauves-souris, par exemple, elles peuvent se mettre au niveau d'une toiture de quelque chose qui recouvre un élevage, etc., avec les crottes de chauve-souris ou autres, les urines, etc. Le virion peut aussi atterrir sur les animaux, sur le bétail. Le bétail, à son tour, va avoir le virion et après, il peut le donner ensuite aux personnes, aux éleveurs qui s'occupaient de ce bétail-là. Donc, ça veut dire que, en gros, que ce soit l'homme directement ou le bétail indirectement, plus on va être au contact de ces zones qui sont des foyers de maladies infectieuses, plus on a de risques d'avoir l'émergence d'épidémies de maladies infectieuses. Petite parenthèse, donc là je termine avec ce bilan-là. Finalement, avec les histoires, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, donc je ne me suis pas permis de le mettre dans le bilan ici, mais je me permets une petite parenthèse à l'oral. Ce qui est en train de nous arriver ici avec le Covid-19, visiblement, il y a tout un faisceau de preuves qui indiqueraient qu'effectivement, avec les consommations de certains animaux sauvages, le Covid-19 serait passé à l'être humain, et après, étant donné que c'est une maladie qui est très, c'est une maladie en termes infectieux qui se transmet très facilement, ça peut partir après facilement sur une pandémie. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous regardez certaines vidéos, on vous dit attention, en termes d'écologie, il faut faire attention à ça. Il est probable qu'on ait donc des épidémies, des pandémies qui arrivent de plus en plus souvent à cause de l'action de l'homme, en détruisant des écosystèmes à l'intérieur desquels on a des animaux sauvages qui peuvent avoir et porter des maladies infectieuses. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que cette correction vous a plu, que vous arrivez à bien faire les exos. Alors là, c'est énormément d'études de documents, je suis désolé. Vendredi, ce sera peut-être un petit peu plus logique, ça se passera un petit peu mieux. Je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous, à tout bientôt.